Le 8 mai 1944, la France est libérée et la société française veut connaître l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, c'est le général de Gaulle qui reprend le pays en main à la Libération. Ce même homme prononcera un très célèbre discours pour redorer l'image du pays le même jour. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Pour cela, son gouvernement et lui-même décident alors de répondre aux Français en instaurant une mémoire collective et officielle de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de rassembler les Français autour d'une mémoire commune pour montrer que l'unité nationale a été restaurée en France. Malgré tout, cette mémoire sera sélective et donc mensongère vis-à-vis des Français. L'État choisit de faire des impasses sur de nombreux points de cette guerre. En effet, dans cette nouvelle mémoire, on ne veut plus entendre parler du régime de Vichy et encore moins de la collaboration française. L'État choisit d'alors théoriser le mythe résistant et donc de créer la mémoire résistentialiste. On veut faire de la France un pays occupé et qui n'a été qu'une victime de cette guerre. On oublie donc alors qui sont les vraies victimes. Les tziganes considérés comme les mauvaises victimes ou les juifs qui n'osent pas témoigner car ils ont déjà assez souffert, sont laissés dans un coin, demeurant dans un pays encore très antisémite. En 1951, à la mort du général Pétain, des théories apparaissent pour montrer que celui-ci aurait collaboré pour sauver la France, car il préparait l'arrivée de De Gaulle. Cette théorie se nomme celle du glaive et du bouclier et a été développée par le journaliste Robert Harron. À ce moment-là, de l'après-guerre, la France est divisée et on ne sait plus quoi vraiment penser. Mais à partir des années 70, la mémoire change et c'est la mémoire juive qui fait preuve de plus d'attention. Et non grâce à l'État, mais grâce à la parution aussi bien de livres, mais que d'ouvrages cinématographiques qui vont montrer une autre partie de la mémoire. On peut notamment penser à Marcel Ophuls, Robert Paxton ou encore Claude Lanzmann. L'année 1973 est synonyme de déclic. La vérité ressort et le pays est sous le choc. L'État veut cacher toutes les preuves en les censurant, mais cela ne suffira pas puisqu'au même moment, les victimes se mettent enfin à témoigner et c'est le début de procès. 30 à 40 ans après les faits, les responsables de Vichy et de la collaboration avec les nazis sont entendus et presque tous condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Les mémoires ont laissé leur place à la véritable histoire et c'est donc le début des années du devoir de mémoire. En 1995, donc 40 ans après la guerre, le président Jacques Chirac reconnaît au nom de la France pour la première fois la complicité de l'État français dans la collaboration nazie. Dès le début des années 2000, l'État entreprend construction de mémoriaux pour se souvenir et de ne pas oublier de cette triste guerre. On se demandera donc si une écriture de l'histoire plus sereine est-elle aujourd'hui possible. Pour cela, dans un premier temps, nous montrerons que la Seconde Guerre mondiale est une guerre totale dont la mémoire ne peut pas être modifiée. Et dans un second temps, nous verrons que l'État agit dans le sens des mémoires à partir des années 1990 pour ne pas oublier le passé. La Seconde Guerre mondiale est une guerre totale pour 3 raisons. Premièrement, il y a de grandes pertes considérables. Deuxièmement, il y a des territoires qui sont ravagés, des économies qui sont désorganisées. Et troisièmement, le choc moral de la guerre. En effet, on estime à 50 millions le nombre des morts du conflit de la Seconde Guerre mondiale, soit 4 fois plus que pendant la Première Guerre mondiale de 14-18. Une autre différence avec la Première Guerre mondiale tient à la part importante de la population civile des victimes. L'Union soviétique, par exemple, a perdu 10% de sa population, 8 millions de soldats mais aussi 12 millions de civils. En France, par exemple, sur les 600 000 victimes, 400 000 étaient des civils. Les bombardements des grandes villes, les déportations ou les fusillades expliquent cette particularité. Les conditions de vie difficiles des populations en temps de guerre sont un autre facteur d'explication. Elles sont touchées par la famine et les épidémies. Il faut ajouter à cela d'importants transferts de population. On peut penser notamment à l'exode, aux déportations, aux changements de frontières. En Europe, on estime à 30 millions le nombre de personnes déplacées. De plus, 5,5 millions de juifs sur les 8 millions qui vivaient en Europe ont disparu lors de la Seconde Guerre mondiale. On utilise le terme hébreu de Shoah pour désigner le génocide dont était victime ce peuple. Parmi les victimes de la barbarie nazie, on peut compter aussi les tziganes avec 220 000, les slaves, les prisonniers politiques et les handicapés et les homosexuels.
Les destructions en Europe sont considérables. Si le Japon a été dévasté par les bombes, c'est en Europe que les destructions sont les plus importantes. 2 millions de tonnes de bombes ont été déversées sur le continent européen. Des villes entières comme Francfort, Varsovie, Stalingrad et Caen doivent être reconstruites. Le territoire russe a grandement souffert de la tactique de la terre brûlée. La Pologne a perdu 80% de son potentiel industriel. La population doit encore atteindre plusieurs années avant de voir le rationnement et la pénurie alimentaire prendre fin. Enfin, la Seconde Guerre mondiale a particulièrement marqué les consciences en raison du nombre sans précédent de victimes, mais aussi et surtout des méthodes utilisées. En 1945, on découvre l'ampleur de la Shoah. La découverte des camps de concentration et d'extermination, des chambres à gaz et des fours crématoires plonge les populations dans un profond désarroi. L'utilisation de la bombe atomique par les Américains sur 2 villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, frappe aussi les esprits. Le monde sait qu'il est désormais capable de s'autodétruire. Les Alliés entreprennent procédé vaincu pour la première fois dans l'histoire. Les vainqueurs déclarent que la guerre est l'œuvre de criminels qui doivent être jugés en conséquence. À partir d'octobre 1945, le tribunal international de Nuremberg jugea 23 responsables nazis du génocide juif et en condamne 12 à mort pour crimes contre la paix, crimes contre la guerre et crimes contre l'humanité. On ne peut donc oublier les crimes de la guerre et les crimes contre l'humanité de la Seconde Guerre mondiale. De telles pertes humaines ne permettent pas aujourd'hui d'écrire une histoire plus sereine. Il faut dénoncer cette guerre et s'en servir d'exemple pour démontrer les atrocités de la guerre pour les générations futures afin de leur faire comprendre que la guerre n'apporte rien d'autre qu'un grand traumatisme sur le long terme. De plus, non, il est impossible de minorer la souffrance vécue par les juifs à cause du génocide organisé par les nazis. Les juifs sont restés jusqu'aux années 70 dans le silence afin d'enfin parler de ce qu'ils ont vu et vécu. C'est un grand traumatisme pour les familles entières qui ont perdu beaucoup de leurs proches et à cause des déportations. Le film Shoah, apparu en 85 de Claude Lanzmann, un cinéaste producteur de cinéma français, décrit l'horreur des camps de concentration grâce à des images d'archives afin de montrer à toute la France la réalité des horreurs qu'ont vécu les juifs. Ces images prouvent que l'on ne peut pas laisser cela dans l'oubli. Le génocide des Juifs est un crime imprescriptible contre l'humanité et que l'histoire ne peut donc pas mettre de côté. On ne souhaite pas non plus oublier les crimes contre l'humanité. C'est pour ça qu'à partir des années 80, il y a une véritable chasse aux nazis. Cela va s'accompagner avec de nombreux procès. En effet, en 1971, le président Georges Pompidou amnestie Paul Tuvier, chef de la milice à Lyon. Il va justifier cela par une volonté d'oublier les temps passés. Cela va créer un véritable choc en France. Bien au contraire, cela va stimuler de grands hommes comme l'avocat Karsfeld qui entend faire justice aux victimes de la Shoah. Paul Tuvier sera finalement condamné en 1995. C'est le premier Français condamné pour crime contre l'humanité. Le procès de Klaus Barbie en 1987, le procès de ce chef de la Gestapo à Lyon a été entièrement filmé pour servir de témoignage historique. Il sera condamné de crime contre l'humanité lui aussi. L'affaire Maurice Papon. En effet, Maurice Papon a été condamné en 97 et cet ancien fonctionnaire responsable de la déportation des Juifs de Bordeaux est l'occasion de poursuivre le travail de la mémoire. On assiste de plus en plus à une reconstitution mémorielle et un devoir de mémoire. En 1990, il y a la loi Guesso qui condamne tous ceux qui nient la Shoah et particulièrement les négationnistes. Il faut finalement attendre 1995 pour que Jacques Chirac reconnaisse officiellement la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Cette déclaration prend le contre-pied de l'attitude de ses prédécesseurs qui refusaient d'accorder à Vichy la moindre légitimité et donc de s'excuser au nom de la France. Le discours de Jacques Chirac permet enfin à la France de regarder son passé avec objectivité. Dans la foulée de sa déclaration, ce sont les évêques de France qui confessent la responsabilité de l'Église en 97, puis en 2010 la SNCF qui reconnaît son rôle dans la mise en œuvre du génocide. La gare de Bobigny par ailleurs, d'où partaient les trains pour Auschwitz, est d'ailleurs transformée en lieu de mémoire. Il y a une réconciliation des mémoires. Désormais, les actions des gouvernements ou les associations visent à assurer le devoir des mémoires. La mémoire résistante se perpétue, entretenue et véhiculée par l'État au travers de commémorations, édification de nouveaux lieux de mémoire, comme par exemple le plateau des Glières depuis 2017, comme par exemple le plateau des Glières depuis 2007, et également via l'école, avec par exemple
le concours national de la résistance. Le souvenir de la résistance est aussi entretenu par des associations qui témoignent auprès des jeunes générations et qui créent des lieux de mémoire, comme par exemple le Marquis de Vancor. Parallèlement à la diversité de la résistance est mise en évidence, comme avec l'entrée au Panthéon, décidée en 2014 par François Hollande, de 4 grandes figures: Geneviève Anthios de Gaulle, Germaine Tillon, Jean Zay et Pierre Brossolette. La mémoire de la Shoah demeure également forte et s'ancre dans la société. L'État organise de nouvelles commémorations et instaure de nouveaux lieux de mémoire. En 1995 est ainsi inauguré le mémorial de la Shoah à Paris, lieu de mémoire, de recherche et d'enseignement sur le génocide. Enfin, on peut dire qu'aujourd'hui, on sait que la collaboration et le rôle de Vichy dans la déportation sont abordés sans tabou. Si maintenant il paraît évident que Pétain puis Laval ont tous les deux accepté voire proposé la collaboration aux nazis, ce n'était pas la même chose durant l'immédiate après-guerre. On ne peut donc dire que la mémoire a évolué et passé du milieu résidentialisme à une recherche plus poussée de la vérité, avec de nombreux ouvrages tels que le livre de Paxton ou Marcel Ophuls. Au fur et à mesure du temps, des évolutions ont été faites, telles que la création d'un devoir de mémoire qui a pour seul et unique but de ne pas oublier les crimes de la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, et notamment grâce à la création de la mémoire officielle et une vision plus nuancée des événements, l'histoire ne peut pas être modifiée car le traumatisme est encore très présent. Cette guerre doit servir d'exemple pour les générations futures.